Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrien Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons la béninoise Corinne Amaury-Brunet. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour Jocelyne. Bonjour Corinne. Corinne Amaury-Brunet, vous tenez à vos deux noms qui vous viennent de votre père et de votre mère. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewée dans le cadre de ce podcast Femmes du Monde et réciproquement. Vous êtes donc ambassadrice du Bénin en France depuis août 2023, c'est bien ça? Exactement. Et vous êtes la première femme ambassadrice du Bénin en France. Vous êtes jeune et rayonnante, si je peux me permettre. Merci. Et vous avez une compétence mixte puisque votre ambassade est non seulement en France, mais couvre un certain nombre de pays européens. Vous allez nous en parler. Vous-même, vous êtes née donc d'une mère béninoise et d'un père français. Et vous êtes née en Côte d'Ivoire, donc vous avez déjà le voyage dans le sang ou dans les gènes, Exactement. Je crois. Vous avez occupé des fonctions importantes dans le domaine du développement et de la transformation durable, et notamment dans le groupe Publicis, pour ne citer que lui. Alors, racontez-nous votre activité actuelle et, si possible, le contexte géopolitique de votre pays dans lequel vous avez décidé de vous engager. Et on parlera évidemment de féminisme, mais un peu plus tard. D'accord. On vous écoute. Alors, merci une nouvelle fois, Jocelyne, de m'accueillir sur ce podcast. Donc, je suis Corinne Amaury-Brunet. Comme vous l'avez dit, jeune ambassadrice, j'ai rejoint la diplomatie béninoise l'année dernière, en août 2023, et je suis ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin en France. Et comme vous l'avez souligné, la diplomatie béninoise a une stratégie de pôle régional, ce qui veut dire que l'ambassade du Bénin en France a une juridiction qui s'étend sur plusieurs pays européens et en plus de cela, une compétence double, à savoir les relations bilatérales mais aussi les relations multilatérales, à savoir la représentation des intérêts du Bénin au sein d'organisations internationales. Pour n'en citer qu'une, en France, on a par exemple l'UNESCO. La diplomatie, c'est nouveau pour moi. J'ai fait toute ma carrière dans le secteur privé. Et j'ai eu cette formidable opportunité qui s'est présentée à moi exactement en mai dernier, 3 semaines après la naissance de mon premier enfant, un petit garçon. Super. Donc ça a été, vous l'imaginez, un grand défi. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et donc, être diplomate, ça veut dire, dans la définition commune, représenter les intérêts de son pays, à savoir la République du Bénin, sur les territoires pour lesquels nous sommes accrédités. Et donc pour le cas du Bénin, qui depuis 2016 a entamé une grande transformation à la fois structurelle de son économie, mais aussi de tout le dispositif social, ça veut dire assurer les relations bilatérales pour la diplomatie économique, donc attirer les regards sur l'opportunité d'investissement et de collaboration avec les différents secteurs de l'économie béninoise. Ça veut dire également financer notre plan d'action dans laquelle l'éducation, le développement durable, la transformation de nos productions sont des éléments phares. Et ça veut dire assurer également toute la partie diplomatie culturelle, donc rayonnement de notre culture et de nos arts
au travers de nos frontières. Et puis enfin, bien entendu, toute la question politique. Vous m'interrogez justement sur le climat politique et la situation géopolitique de la République du Bénin. C'est un petit État plein de talents d'Afrique de l'Ouest qui se situe dans le golfe de Guinée. On l'appelait le quartier latin de l'Afrique, le Bénin. Exactement. Et donc, nous sommes dans le golfe de Guinée. Nous partageons une frontière avec le Togo, le Nigeria, et puis plus au nord avec le Burkina Faso et le Niger. Le Bénin est un pays qui se démarque par sa stabilité politique. Depuis les années 90, où le Bénin a organisé une grande convention nationale, les alternances présidentielles ont été toutes saines et se sont passées sans heurts, à la fois en termes d'organisation des élections, mais aussi en termes d'alternance de partis politiques, dans une région qu'on sait tous aujourd'hui assez secouée. Et c'est un pays qui j'aime à dire, paisible. Quand même, relativement, par rapport à... Tout à fait relativement à l'environnement régional. Par rapport à l'environnement régional et aux fractures qu'on a pu observer particulièrement ces dernières années avec la situation au Niger. Pour autant, au-delà du climat géopolitique qui nécessite, bien entendu, pour le succès de ce que nous mettons en place, une coordination régionale saine et efficace, et une obsession au maintien de la paix. Je crois que ça, c'est très important aujourd'hui. Le Bénin, je crois, marque sa singularité, avec un certain nombre de défis sur lesquels on pourra revenir plus tard, qui sont notamment comment préserver tous les progrès qui sont aujourd'hui conquis à force de travail par le Bénin et d'investissement, en maintenant une paix, une surveillance de ses frontières, mais aussi des relations avec ses États frères et sœurs qui les entourent. C'est vrai que pour avoir travaillé avec le Bénin et un peu au Bénin il y a une vingtaine d'années, c'était déjà l'un des pays exemplaires en matière de stabilité. Et c'est toujours le cas. C'est un des rares pays où il n'y a pas eu tant de violence qu'ailleurs, un peu partout sur la planète. Non, mais j'ajouterais à ça que la démocratie est un bien précieux auquel il faut travailler à sa préservation au quotidien. Et je crois que c'est aussi une de nos plus grandes forces. Absolument. Comme vous le savez, je vous ai invité parce que vous êtes une jeune femme battante, engagée, et engagée notamment pour les droits humains et les droits des femmes, engagée pour votre pays, on l'a entendu à l'instant, et vous avez bien raison. Est-ce qu'il y a un sujet principal pour lequel vous luttez dans votre pays et qui vous apparaît davantage prioritaire ? Et j'avais envie de vous demander, est-ce que finalement vous êtes féministe ? La question du sujet pour lequel je lutte particulièrement, j'ai envie d'utiliser un terme galvaudé qui est l'égalité des chances. Mais l'égalité des chances perçue dans un pays comme le Bénin n'a rien à voir avec l'usage qui en est fait en Europe ou encore en France. Je l'ai dit tout à l'heure, le Bénin est face à de nombreux défis, des défis économiques, des défis sociaux, des défis énergétiques. Quand je parle d'égalité des chances, c'est travailler au quotidien pour multiplier les opportunités qui se présentent à nos concitoyens. Ces opportunités, c'est l'accès à l'éducation, une éducation de qualité. C'est l'accès à l'emploi, une fois qu'on est éduqué, que ce soit en cursus simple ou que ce soit en cursus professionnel. Et c'est un accès pour tous, femmes, hommes, jeunes filles, jeunes garçons. Et donc, derrière cette réponse, il y a une multitude de sujets sur lesquels il faut travailler au quotidien. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours animée tout au long de ma carrière, c'est de pouvoir offrir à toutes et tous les mêmes opportunités. C'est un large programme. J'ai bien compris que l'éducation est quelque chose de fondamental. C'est la base. C'est la base, c'est l'essentiel pour construire des êtres humains pleins et entiers. Oui, et pour construire une société qui me semble être durable et qui préserve la paix. Est-ce que vous êtes féministe ? J'aime pas le mot féminisme. Eh bien, vous avez le droit. Expliquez-moi. Et c'est pourquoi. vrai, j'ai jamais été à l'aise avec le mot, avec cette qualification d'être ou pas
être féministe. J'ai beaucoup travaillé au sein de réseaux de femmes, notamment à travers mes années de publiciste où je m'occupais du réseau de femmes global. Donc j'ai toujours été obsédée ou engagée par cette idée de pouvoir transmettre et d'accompagner les femmes. Mais pour moi, la façon dont je le ressens, je vais parler vraiment de ressenti et pas de philosophie ou de théorie, ça peut être un peu réducteur. Je suis pour une société qui soit la plus équitable possible. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'être femme, parfois, ne permet pas un accès aux mêmes droits ou aux mêmes opportunités. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et donc, il m'apparaît primordial de pouvoir œuvrer au quotidien pour faire en sorte que les opportunités présentées aux femmes soient les mêmes que celles présentées aux hommes. Mais ça nécessite de s'intéresser à la fois aux droits des femmes et aussi aux droits des hommes. Et pour chacune des catégories, à leurs responsabilités. Si on parle par exemple de la femme en entreprise et de l'accession au poste à responsabilité, une femme ou une femme mère a bien entendu une réalité et des responsabilités différentes qui peuvent soit l'empêcher, soit lui permettre plus facilement d'accéder à ces postes. Et pour pouvoir faciliter son chemin, il est impératif de s'intéresser aussi aux droits des hommes. Et donc j'ai tendance à penser toujours le féminisme de manière interconnectée et globale. Et puis il y a aussi d'autres questions qui se posent dans la réalité de la façon dont on définit le féminisme aujourd'hui. C'est effectivement cette notion d'être intégré et cette question d'intersectionnalité. Être femme, pour moi, c'est pas une fin en soi. Quelle femme sommes-nous ? De quelle éducation avons-nous bénéficié ? De quelle origine ethnique sommes-nous ? Et tout ça va définir un profil de femme ou un profil d'être humain qui va devoir être accompagné pour pouvoir pleinement exister dans la société. C'est très clair. Alors, pour ce qui me concerne, je me permets de dire que pour moi, le féminisme, ce n'est pas d'inverser la situation et de donner le pouvoir aux femmes, c'est juste de faire une société égalitaire, à égalité entre les femmes et les hommes. On en est encore un peu loin partout sur la planète, donc, si vous voulez, c'est en cela que je me définis comme féministe. Mais voilà. La réalité, c'est que dans nos sociétés, souvent, on perd l'essence des mots. C'est vrai, ça arrive. Et alors, ce qui va me déranger dans la résonance du mot féminisme n'est pas sa définition propre, et plutôt l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Ok, c'est très clair. J'ajouterais peut-être quelque chose sur le droit des femmes aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation géopolitique globale très compliquée et très tendue, avec un nombre de conflits sur la planète très élevé. Et s'il y a un point commun dans tous ces conflits, c'est comment les femmes sont utilisées comme armes de guerre. Dans les violences sexuelles et les conflits, les guerres, etc. Exactement. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui reste inadmissible. Je crois que c'est la première chose à laquelle on doit s'attaquer. C'est que le corps des femmes ne soit pas le champ de bataille des hommes. Non. Des hommes guerriers. Parce que dans toute société qu'on souhaite transformer, dans toute société qu'on souhaite plus égalitaire, la femme est le socle. Oui, effectivement, biologiquement, la femme donne la vie, donc c'est la femme qui transmet. Oui. Et donc, s'attaquer aux femmes aujourd'hui, c'est s'attaquer à l'équilibre d'une société pendant des décennies et des décennies. Absolument. Tant que nous ne parvenons pas à combattre efficacement ce malheureusement réflexe humain qui est de s'attaquer aux femmes pour abattre une société, on ne pourra pas transformer et avancer et vivre dans la paix. Oui, je pense que c'est vraiment un des sujets cruciaux, en effet. Passons, si vous le voulez, maintenant à votre vie plus personnelle, si vous en êtes d'accord. Alors, pour remonter à l'année de ma naissance, en 1984, je suis née en Côte d'Ivoire d'une mère béninoise et d'un père français. Mes parents se sont rencontrés et se sont unis au Bénin, puisque mon père, à l'époque, plutôt que de faire son service militaire, a choisi de s'engager dans le volontariat international, ou la coopération, comme on pouvait l'appeler, et était donc professeur de physique-chimie au Bénin, exactement à Porto Novo. Voilà, c'est là où il a rencontré ma maman. Ils ont eu d'abord un premier enfant de 4 ans, mon aîné, et puis moi, qui suis née en Côte d'Ivoire lorsque mon père a été affecté à Abidjan.
Voilà. J'ai peu vécu finalement en Côte d'Ivoire et au Bénin. Nous sommes repartis en France, j'avais, je crois, 2 ans et quelques. Il faut dire que j'ai eu un petit accident de parcours à l'âge de 1 an où je me suis blessé la main en faisant une chute avec un petit pot en verre. Je vous raconte tout. D'accord. Voilà. J'étais gourmande, semble-t-il, déjà à l'époque et pas très patiente. C'est peut-être mon défaut. Et donc, je suis partie, j'ai fauché ce pot, j'ai couru. Donc, je me suis blessée. Donc, avant mon retour en France, j'ai quand même fait pas mal d'allers-retours pour des opérations multiples. Je referme cette parenthèse. Donc, j'ai fait toute ma scolarité, effectivement, en France, dans le 27, dans la ville d'Évreux, dans l'Eure. D'accord. Voilà. Et pour la petite histoire de ma reconnexion au Bénin, parce que c'est important pour moi et c'est ce qui me positionne là où je suis aujourd'hui, ma mère est peu retournée au Bénin jusqu'à dans les premières années. Je crois qu'il faut parler aussi des histoires d'émigration. Il y a un chemin d'adaptation qui est assez particulier. Elle est rentrée juste pour le décès de son papa. À l'époque, je m'en rappellerai toujours parce que je crois que c'est la première fois que j'ai entendu ma mère pleurer. Je referme la parenthèse. Mais vous m'avez dit personnel. Mais oui, Donc, absolument, mais c'est très bien, oui. Et j'avais donc contact avec ma famille béninoise, mes oncles et mes tantes, ma grand-mère, à travers le téléphone, à travers les correspondances, à travers les colis qu'on s'envoyait mutuellement. Et puis, au lycée, en première, il s'avère que la ville d'Évreux est jumelée avec la ville de Djougou. Et chaque année, cette association Évreux-Djougou organise des voyages, donc soit avec des écoles d'infirmiers, soit avec des pompiers, soit avec des étudiants de première. Et cette année, pile poil, classe de première, ça tombait sur moi. Génial. Et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de rentrer. J'ai candidaté, j'ai été acceptée, et puis j'ai pris contact avec le responsable de l'association en lui disant, écoutez, moi j'ai ma famille qui est à Cotonou, j'aimerais, si vous l'acceptez, avoir un programme un peu différent de celui proposé à l'ensemble des élèves. Est-ce que c'est possible de passer quelques temps avec les miens? Et puis, aussi bien à l'arrivée qu'au retour, puisqu'on devait aller dans le nord du pays, Djougou étant une ville du nord du pays, un peu plus bas que le parc de la Pendjari, mais on s'y approche. Et pourquoi je vous raconte ça? Pendant tout ce voyage en avion, avant d'arriver au Bénin, j'étais angoissée, avec aucune possibilité de partager mon angoisse avec mes camarades qui étaient autour de moi, parce que déjà, je ne savais pas comment la verbaliser, je ne pensais pas qu'ils soient capables de comprendre. Et puis, j'étais pleine de stéréotypes, les stéréotypes qu'on peut voir à l'image à l'époque, donc on est dans les années 2000, quand on relate le fait africain ou la situation africaine. Et donc, j'avais peur de ne pas reconnaître les miens, j'avais peur de ne pas me retrouver dans un environnement où j'arriverais à être animée. Et quand la porte de l'avion s'est ouverte, la chape d'humidité et de chaleur est tombée, tout allait mieux. Je suis sortie de l'avion, j'ai reconnu ma tante, mon oncle, ma grand-mère. Et pour moi, c'était le plus important. J'ai reconnu, ils m'ont reconnu. Et c'est là que la mouche m'a piqué et que j'ai conquis, seule, mon identité et mes racines béninoises. Voilà, d'accord, très bien. Non, mais c'est j'ai été un peu longue, mais j'avais envie de partager. C'est très important, effectivement. Merci pour ce témoignage intime. C'est un témoignage aussi très pour dire histoire, que sur les histoires de mélange, de métissage, la nationalité ou l'appartenance à une patrie peut être transmise soit par la famille ou soit conquise et découverte. Moi, j'ai découvert mon propre Bénin. Voilà, je voulais partager ça. C'est bien, merci. Et vous parlez de qui je suis. Je suis jeune, vous l'avez dit, je crois, je sais pas. Je vais avoir 40 ans dans quelques semaines, et à 40 ans, je suis maman d'un enfant de presque 1 an, et je relève, je crois, le plus grand défi de ma carrière, qui est celui d'être ambassadrice, qui nécessite de conjuguer beaucoup de choses en même temps. Oui, j'imagine, oui. Mais j'ai toujours cru qu'avec cœur variant, rien n'est impossible. D'accord. Donc, je suis animée de cette force de me dire que ce que je ne sais pas aujourd'hui, je le saurai demain. On apprend tous les jours. Exactement. Et on se forme tous les jours. Et... voilà. Et on reste debout. Très bien. Est-ce que vous avez des activités, des distractions, des hobbies ? C'est un peu plus compliqué aujourd'hui pour pouvoir se donner à cœur à toutes ces passions. Pour autant, le sport, j'ai essayé de maintenir ça dans mon quotidien. Donc, je pratique la boxe. Ah, la boxe, oui. Carrément. La boxe... ça vous va bien, boxeuse, quand même, je trouve. Eh bien, ça permet de réguler le stress. Oui. Voilà.
Et c'est en assez plus, complet vous comme êtes, sport. Voilà, vous êtes une battante. Ouais, mais je crois qu'on doit tous se battre. Nous en avons discuté en amont et je pense qu'effectivement, ça vous caractérise assez bien. Oui, oui. Et puis de manière générale, je trouve que le sport est très important pour se construire. Et c'est très important aussi à l'échelle d'une société. Absolument. Petit clin d'œil à l'année des JO, sur la pratique du sport en loisir me semble être clé dès le plus jeune âge. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Vous ne m'avez pas répondu sur peut-être quel est le rêve que vous poursuivez. Si vous en avez un, peut-être qu'on n'est pas obligé d'avoir des rêves. On peut J'en ai plein. Juste croquer la vie et avancer. On a un chemin de vie avant d'avoir un rêve. Le terme bonheur est un peu galvaudé, mais on aspire, je crois, à un certain équilibre de vie et être utile et avoir de l'impact. Je crois que c'est ce qui m'anime. Et donc, je ne réponds pas à la question, mais... C'est-à-dire que c'est un rêve qui est un parcours, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Un parcours, oui. Bah, écoutez, c'est un engagement, en tout cas. Oui. Ça tombe bien, ça s'appelle Femme engagée, à notre podcast. Tout à fait. Eh bien, chère Corinne, je vous remercie beaucoup pour cette marque de confiance. Vous vous êtes livrée, c'est un bel échange et un beau témoignage. Pour compléter votre portrait et en sorte de conclusion de cet entretien, je vous propose de répondre au fameux questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Je vais tâcher d'y répondre. Bien. Quel est le principal trait de votre caractère ? Authenticité. La qualité que vous préférez chez un homme ou chez une femme ? L'authenticité. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? La loyauté. Et quel est votre principal défaut ? Je crois que je suis impatiente. Ça m'étonne pas tout à fait. Votre principale qualité ? Je dirais la loyauté. Qu'est-ce que c'est que le bonheur pour vous ? C'est être en harmonie, de corps et d'esprit. Quel serait votre plus grand malheur ? La perte d'un être cher. Mais c'est la vie. Bien sûr. Qu'est-ce que vous rêveriez d'être ? En paix. En paix, c'est déjà un beau rêve, oui, effectivement. Quel est le pays où vous désireriez vivre ? Le Bénin. Et Tiens vous savez donc. quoi ? Elle sera moins courte, ma réponse, mais aujourd'hui, je suis ambassadrice du Bénin en France. Mais mon but, ce qui m'animait depuis plus d'une décennie, c'était de pouvoir rentrer au Bénin et y contribuer sur place. Oui, oui. Donc j'ai un petit pied de nez, mais c'est sympa aussi. Oui, Ouais. c'est chouette, oui. Absolument. Quelle est la couleur que vous préférez ? J'en ai pas, j'en aime beaucoup de différentes. Écoutez, c'est bien, vous êtes multicolore, Ouais, comme vous êtes multitâche. aussi. Quelle est la fleur que vous aimez ? Les coquelicots. J'adore les coquelicots. Est-ce que vous avez un animal totem dans lequel vous pourriez vous réincarner ? J'en ai deux. La panthère et l'éléphant. D'accord. Tout à fait différents, voyez-vous. Oui, mais quand même tous deux d'Afrique. Oui, avec des rôles clés. Oui, absolument. Vos auteurs, vos autrices, vos artistes préférés Il y a un auteur que j'aime vraiment beaucoup, qui est un auteur latino-américain qui s'appelle Mario Vargas Llosa, qui est un auteur péruvien. Oui. Et j'adore son œuvre. Il a une plume merveilleuse et il a une capacité de nous amener dans des faits de société de manière assez sublime. Est-ce que vous avez des héros ou des héroïnes dans la vie réelle ? Je vais parler des héros du quotidien. Tous ceux qu'on ne voit pas, mais qui font qu'une société, un État, une entreprise tient. Est-ce que vous avez une cuisine et un plat favori ? Pareil. Je vous avouerai que je suis un peu gourmande, donc ça dépend de mon humeur, ça dépend de... Non, il y en a plein. Il y en a plein, donc. J'aime beaucoup la cuisine béninoise, bien entendu, et la cuisine africaine, et j'aime aussi beaucoup la cuisine asiatique, particulièrement vietnamienne. Avez-vous un mot favori ? L'alignement. Tout à l'heure, vous parliez de à quoi aspirez-vous ? Être aligné, c'est faire en sorte de faire au quotidien qui est cohérent avec nos valeurs, ce qui nous anime et ce qui permet de produire un résultat concret. Mais ça n'est possible que si, déjà, de corps, d'esprit, nous sommes alignés. D'accord. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout ? Le mensonge. Y a-t-il une personnalité politique qui vous inspire dans le présent ou dans le passé ? Naturellement, si j'ai accepté ces fonctions d'ambassadrice du Bénin en France, c'est parce que j'ai une profonde admiration pour ce que réalise le chef de l'État, le président Patrice Talon aujourd'hui, et la dynamique dans laquelle il a mis le pays lors de son premier mandat en 2016 et qu'il continue, qui est une dynamique de
de transformation pour l'avenir, avec le prix que coûte une transformation, c'est jamais simple. Et pour avoir des résultats les plus inclusifs possibles, ça prend du temps. Mais le courage de le faire et le courage de pouvoir réunir les bons agents de transformation autour, j'ai un profond respect pour ça. Et je dirais le chef de l'État binois aujourd'hui pour le travail qu'il a entrepris. Donc on est dans le présent. Oui, parce que le présent est important. C'est dans le présent que se construit l'avenir, même s'il faut savoir d'où on vient. Est-ce qu'il y a une réforme politique qui, selon vous, a réellement amélioré la société ? Oui, certaines pour le droit des femmes. Je pense Lesquelles, par exemple ? La première serait le droit de vote. Bien sûr. Et puis celles qui ont suivi sur leur liberté de disposer de leur corps. Absolument. Comment est-ce que vous aimeriez mourir ? Dans mon sommeil, ce serait chouette, ça. Oui. Est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie ? À cœur vaillant, rien d'impossible. Oui, c'est ce que vous nous aviez dit tout à l'heure. Oui, parce et que effectivement, c'est... La vie, et à mesure qu'on s'élève dans les postes à responsabilité, je crois que notre plus grande tâche, c'est de régler des problèmes. Plus ou moins gros, plus ou moins importants. Oui. Mais c'est ça. Oui. Notre job, c'est de régler les problèmes au quotidien. Et enfin, dernière question. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose ? Comment ça va ? Comment ça va, Je vais Corinne ? Bien, merci. Et j'aime bien dire mieux, ce serait indécent. Formidable. Merci Corinne Amaury-Brunet. Merci à vous Jocelyne. Je vous souhaite de continuer, de poursuivre vos projets concrets et d'avancer avec toujours ce beau sourire que vous avez. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.